Oh, bonsoir, chers téléspectateurs. Comme dit tout à l'heure, nous retrouvons pour votre émission Zoom sur, votre émission hebdomadaire. Alors, dans un contexte national et régional exigeant, la Mauritanie a fait le choix du dialogue politique comme outil de consolidation, de stabilité et de renforcement de l'unité nationale. C'est dans cet esprit, dans ce contexte, que le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a engagé des consultations directes avec les différentes composantes de la scène politique, majorité et opposition toutes confondues, en prélude du dialogue national annoncé. Cette initiative vise à instaurer un climat de confiance durable, à préserver la stabilité institutionnelle et à apporter par la concertation des réponses communes aux défis sécuritaires, économiques et sociaux du pays. Les rencontres tenues au palais présidentiel à Nouakchott ont permis de poser les bases d'un dialogue inclusif, respectueux de la Constitution, dans l'intérêt supérieur de la nation, appelé à marquer une étape importante dans l'évolution de la vie politique mauritanienne. Alors, afin d'en parler ce soir, afin de nous édifier sur les enjeux de ce dialogue, nous recevons ce soir sur notre plateau Monsieur Barro Tcherno, qui est deuxième vice-président du parti INSAF. Également avec nous ce soir, Madame Aminata Nian, ancienne députée, également vice-présidente du parti Tawassoula. Docteur Brahim Bakar Sneba, leader du parti Islah, est également avec nous. Merci. Maître Le Gourmaud Abdoul, représentant du pôle de l'opposition démocratique, nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir mesdames, bonsoir madame, bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous ce soir pour parler de ce dialogue et ses prémices. Alors la première question sera adressée à vous, monsieur Barro. C'est en tant que parti au pouvoir, comment INSAF accompagne-t-il justement la vision du président de la République à la réalisation de ce dialogue? Merci beaucoup de m'avoir invité tout d'abord. Je voudrais commencer par le commencement. C'est-à-dire que ce dialogue, c'est une promesse du programme du président de la République pour mon pays Louatan, mon ambition pour la patrie. Et dans ce cadre-là, il y avait le lancement, il y avait une promesse de lancement d'un dialogue national inclusif. Et aussi, j'ajouterais que le meilleur moment, en fait, de lancer un dialogue qui traitera les dossiers existentiels de la patrie, c'est au moment où il n'y a pas de tension, justement. Et c'est justement, on est dans ce moment où il n'y a pas de conflit réellement. Contrairement à nos voisins, où il y a des tensions dans des pays avoisinants. Donc ça sera l'occasion de vraiment fonder un nouveau contrat social pour le pays et engager le pays dans une perspective durable pour l'avenir. Et dans ce cadre-là, il y a un an, le président de la République, lors d'un iftar, il avait invité les acteurs de la majorité, les acteurs des partis politiques, l'ensemble de la classe politique, pour un iftar, et il avait annoncé qu'il a l'intention de lancer le dialogue national. Et ce dialogue national, spécifiquement, il se caractérise de plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est un dialogue inclusif. Tout le monde est inclus dans ce dialogue-là. Personne n'est exclu. Deuxième chose, c'est l'éloignement des perspectives électorales. Les prochaines élections sont prévues dans 4 ans, donc il n'y a pas cette influence-là. Et troisième caractéristique de cette élection, c'est la phase préparatoire. Donc il a instauré une phase préparatoire qui est censée regrouper les différents avis. En fait, c'est les parties prenantes qui vont piloter tout le processus du dialogue. À savoir, dans cette phase préparatoire, on a envoyé des questionnaires, ou à l'occurrence le coordinateur de cette partie préparatoire a envoyé des questionnaires à toutes les parties prenantes. Et il les a reçus aussi. Ces questionnaires s'adressent par exemple de l'objectif du dialogue. L'objectif du dialogue, par exemple, les thèmes du dialogue. Comment le déroulement du dialogue, c'est-à-dire que la supervision et le déroulement du dialogue, les avis de toutes les parties prenantes
sur aussi quels sont les mécanismes d'exécution ou de suivi du dialogue. Tout ça, c'est les parties prenantes qui vont le définir. Donc, c'est eux qui vont vraiment piloter ce processus-là jusqu'à terme. Concernant maintenant le parti INSAF, évidemment, tout ce qui est sensibilisation autour de ce dialogue, son importance, c'est l'objectif, etc. Mais aussi de manière concrète, en concertation avec les autres acteurs de la majorité, la coordination qu'on appelle la coordination de la majorité, ils ont déjà donné une réponse envoyée au coordinateur du dialogue. Et par rapport à la phase actuelle, maintenant, certainement, aussi toujours en concertation avec les autres partis de la majorité, ils vont donner leurs recommandations par rapport, par exemple, à la feuille de route actuellement proposée. Et ils vont aussi faire des recommandations par rapport à l'organigramme proposé, par rapport au comité de supervision qui a été proposé, ainsi qu'au délai imparti dans cette feuille de route. Donc, si je comprends bien... Inch'Allah, leur participation, ça sera vraiment une participation active et responsable. Donc, si je comprends bien, M. Barrot, 5 questions vous ont été posées par l'intermédiaire de M. Moussa Fall, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, 5 questions vous ont été posées pour donner votre avis et sur les prémices du dialogue, comment cela doit se dérouler. Vous avez répondu à ces 5 questions et il y a eu disons, une sorte de résumé de ces questions. Synthèse, voilà. Synthèse de ces questions, merci, qui vous a été maintenant remis. C'est ce qu'on appelle la feuille de route. Exactement. C'est la même question que je vais également poser à Mme Niang. C'est au niveau du parti Tawassoul, justement, comment est accueillie l'initiative du dialogue politique lancée par le président de la République, qui est basée justement sur cette supervision de M. Fall, mais également sur les 5 questions qui vous ont été posées. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Salatu salam ala Rasulullah. D'abord, je vous remercie pour cette invitation qui va nous permettre bien sûr d'échanger avec nos camarades et nos collègues par rapport à une question aussi importante pour la population mauritanienne qui est la question du dialogue national. Alors le parti Tawassoul a bien sûr accueilli cette initiative avec beaucoup d'intérêt parce que tout simplement le parti Tawassoul considère que cette question est une revendication vraiment très ancienne, avant même que ce pouvoir ne soit élu et ne prenne donc les rênes du régime. Alors, nous avons toujours appelé au dialogue. Et quand le président Ghazouani a été élu et a pris le pouvoir, un an après donc, sa prise de pouvoir, notre parti a sorti un document appelé pour une réforme et une transition consensuelle. Dans ce document, nous avons fait un diagnostic très clair de la situation dans laquelle était plongé le pays en ce temps, les crises économiques, les crises politiques, l'insécurité. Donc, il suffisait dans le... Après avoir fait ce diagnostic, nous avons aussi appelé à un dialogue national inclusif. C'était 1 an et 4 mois après la prise de pouvoir du président Ghazouani. Exactement. Donc, nous avons aussi convié la classe politique pour un peu réfléchir à ce processus, comment vraiment rectifier le tir pendant qu'il est encore temps. Alors donc, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons accueilli cette initiative, bien sûr. Et le parti Tawassoul a toujours revendiqué par la suite cet appel au dialogue, ce dialogue national. Parce que nous considérons que c'est à travers les échanges, à travers la concertation, que les composantes de la scène nationale puissent s'asseoir sur une même table, réfléchir et donc parler et évaluer bien sûr
les problèmes qui existent dans ce pays et trouver des solutions consensuelles. C'est à travers ce processus qu'on pourra vraiment réaliser une paix intérieure, réaliser vraiment un consensus qui pourra faire avancer le pays qui, à notre entendement, est aujourd'hui plongé dans beaucoup de problèmes. Voilà. Alors, Docteur Brahim, diriez-vous que ce dialogue confirme le choix du président d'une gouvernance fondée sur l'ouverture et la concertation? Bon, à ce qui semble, c'est très apparent. Le président n'eût été sa volonté, bien sûr, quand Mme Aminata parlait tout à l'heure de l'insistance des partis politiques. C'est tout à fait normal. Quand on est dans des partis politiques, on insiste, on a toujours des revendications, sinon des tendances au changement et avoir des programmes ambitieux. N'eût été ça, et ça c'est tout à fait normal. Mais ce qui est nouveau, et surtout en Afrique, c'est qu'il y a un chef d'État qui accepte le débat, le dialogue national inclusif, qui se veut global, intégral. Il ne veut pas laisser, comme il l'avait dit, laisser quelqu'un sur le bas-côté. Bon, s'il y a des gens qui ne sont pas encore là engagés dans le dialogue, dans la perspective, de toute façon, ils sont souhaités, ça va arriver. Peut-être, on ne sait rien. Dans tout dialogue, il y a toujours resté quelque chose. Il restait des gens qui ont leurs idées. Donc, le parfait n'est pas de ce monde. Donc, ce qui est nouveau, ce n'est pas l'existence des partis, à mon sens. Bon, elle est normale, mais elle n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est la sagesse du chef de l'État, du président de la République, sa volonté de rassembler les Mauritaniens. C'est ce que d'ailleurs tous les Mauritaniens souhaitent, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur origine. Et je trouve que c'est salutaire. Et ensuite, il faudrait dire que la Mauritanie a toujours discuté, a toujours dialogué. Même avant la période précoloniale, elle a discuté. La conférence de Tindouja, elle avait rassemblé sous la houlette de Cheikh Sidi Mokhtar les Émirats pour que se concertent les appartenances mauritaniennes, que ce soit les Zouaya ou Guerrier. C'était une discussion. En 1958, c'était le cas. En 1966, il n'y a pas un dialogue de façon formelle, mais il était ça, on n'aurait pas dépassé les incidents qui sont passés. Donc, ça a été toujours le cas. Mais ce qui manquait, c'est une formalisation. Il y a eu des discussions, mais ils ne sont pas de cette envergure, ils ne sont pas de ce niveau, ils ne sont pas de cette volonté, si on peut dire, présidentielle. Et donc je trouve que le président de la République, Mohamed Cheikh Razouani, a le mérite d'être d'une sagesse suffisante, qui est d'un grand niveau, et qui, à mon sens, porte beaucoup d'espoir. Les Mauritaniens espèrent, une fois pour toutes, et j'espère que ce serait finalement, je ne dirais pas le pont de la dernière chance, comme au cinéma. Je ne dirais pas aussi, bon, ce serait peut-être l'écluse, le dialogue sera l'écluse qui va faire passer le bateau des trois. C'est un peu l'image dans laquelle nous sommes. Alhamdoulilah, on n'est pas en guerre civile, on ne le sera d'ailleurs jamais, parce qu'on est suffisamment sage, tout le monde en Mauritanie est foncièrement mauritanien, patriote et musulman de surcroît, ce qui n'est pas une petite chose. Et je pense que l'opposition insiste ou pas, de toute façon, on est déjà en avant, on est près de ce dialogue qui, je crois, avec la sagesse de l'État, avec ses compétences, son savoir-faire, son savoir-être, son comportement qu'il a prouvé avec l'opposition, plus jamais un chef d'État n'a été plus près de l'opposition, même si on ne partage pas peut-être, je ne sais pas, on va ramener l'idée des autres. C'est mon idée. Je trouve que c'est le chef de l'État qui est le plus près possible de l'opposition et le plus ouvert à cet endroit. J'ai vu une remarque à la presse, ils disent qu'il restait seulement 10 minutes quand il a contacté les partis. Bon, il a d'autres choses à faire qui sont certainement pas moins importantes, mais ce n'est pas lui qui discute, ce sont les partis qui, de façon inclusive et de façon concertée et délibérée, qui vont discuter. Ce n'est pas lui qui discute. Lui, il est là il a dit, pour exécuter certainement ce que les Mauritaniens ont décidé de faire. Et voilà, donc je ne serai pas plus long. Alors, professeur Lo, dites-moi, le fait que le président de la République, justement, s'implique personnellement, je crois savoir que c'était une revendication quelque peu du pôle de l'opposition, également de votre parti, qui est un président de la République qui s'implique autant dans ce dialogue. Est-ce que cela traduit
une renaissance institutionnelle importante de votre peuple? D'abord, je vous remercie. Je remercie à la TV de cette invitation. Je remercie nos amis ici de l'opposition et de la majorité pour cette rencontre. Il faut bien dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de rencontres. Ce n'est pas une critique de la TVF, mais c'est même tellement peu courant que je m'en félicite. En temps normal, on ne devrait pas s'en féliciter. Et ça fait partie des problèmes pour lesquels, précisément, on demande le dialogue. Parce que dans une démocratie normale, c'est un service public. Il est ouvert. Et on devrait venir exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on sent, ce que l'on veut dire, dans le respect des règles, de la loi, etc. Mais ça devrait créer un climat où le dialogue est permanent. Donc ça, c'est pour ça que je vous remercie de cette invitation. Je dois dire aussi d'ailleurs que c'est une demande, je dirais, pressante de l'opposition, précisément dans ce dialogue-ci, je dirais en préalable du dialogue, que cette chose-là, aussi simple, puisse se faire, qu'on puisse accéder tous, à part égale, à la télé et à la radio, puisque ce sont des services publics. Donc ça, c'est très important. Et je dois dire que, et là, je fais le lien avec la question, qui est celle de l'implication du chef de l'État. Pourquoi y a-t-il un lien? Mais parce que précisément, l'opposition lui a demandé de s'impliquer pour montrer son degré de prise en main, prise en charge de cette histoire-là de dialogue. Parce que la routine, c'est quelque chose d'humain, mais c'est quelque chose qui peut être toxique dans la vie commune. Et la routine, c'est précisément qu'on n'a pas d'implication des organes, des rouages de l'État dans des questions comme celle-là. Il y a comme une sorte de parallélisme ou de détachement de l'État, son administration, dans ces différents niveaux, par rapport à la dimension politique, je veux dire à la dimension des rapports entre formations politiques sur les questions nationales. Et nous sommes allés le voir pour ça, le président de la République. Quand je dis nous, je parle de l'opposition démocratique, qui est allé le voir spécialement pour lui dire, écoutez, le dialogue, ça nous intéresse plus que ça, puisque ce dialogue-là, nous en sommes aussi les initiateurs. Je reviendrai là-dessus. Mais nous n'aimerions pas que cela soit une sorte de bulle dans laquelle nous, les politiques, nous allons nous enfermer, alors que la vie continue comme si de rien n'était, la vie institutionnelle, la vie non démocratique, si vous voulez, qu'elle continue comme si de rien n'était. Donc nous avons estimé nécessaire que lui-même, précisément, se rende compte qu'on est dans une sorte d'antimatière politique, quelque chose qui va à l'encontre de la réalité telle qu'elle se déroule aujourd'hui, et qu'il faut donc que, finalement, les choses reviennent à leur état normal, que les institutions soient impliquées dans le processus du dialogue, parce que c'est lui qui a la haute main sur tout ça. Et ça n'a pas raté, puisque dès le lendemain, ou le surlendemain, hey, nous avons reçu des invitations de la télévision de Mauritanie. C'est excellent. Ça veut dire donc qu'il s'est impliqué et il a donné les instructions nécessaires. Et le ministère concerné, que je connais d'ailleurs très bien, qui est un excellent ministre par ailleurs, a donné les instructions nécessaires probablement pour que les démembrements de l'État, en particulier ce service particulier qu'est la télévision et la radio, que ces services-là prennent la hauteur de l'événement et comprennent ce que nous attendons d'eux. Parce que le dialogue, ce n'est pas une scène de théâtre. Hein. C'est pas, on est là, on discute, on est beau, on est gentil, et ça, les uns les autres. C'est une question qui détermine l'avenir de la Mauritanie. Qui détermine l'avenir de la Mauritanie. Donc, il est nécessaire que l'État, qui est supposé être l'organe principal de la nation mauritanienne, prenne en charge précisément les discussions, etc. Donc, c'est pour revenir maintenant plus directement à la question, le degré d'implication du chef de l'État, vous voyez, il est central. Quand le chef d'État ne s'implique pas dans le dialogue, c'est du cirque. C'est du cinéma. Et on a vécu ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, où un chef d'État vient faire un discours sur le dialogue, parce que ça sonne bien à l'oreille. Quand il dit dialogue, ça fait civilisé, ça fait quelqu'un de très moderne, etc. On a entendu ça. Et même on fait semblant, on fait des réunions, on fait des trucs, on fait des papiers, il y a des discours, etc., etc. Mais le chef de l'État, lui, pendant ce temps, il continue comme si de rien n'était, et c'est la routine. Nous avons dit que cette année-là, ça dit, si tu veux que le dialogue soit une réalité et non un cirque, il faut que, monsieur le président de la République, vous nous montriez que vous êtes impliqué dans cette histoire-là. Parce que si vous ne nous montrez pas ça, on n'ira pas au dialogue. Parce que le dialogue est un choix et il est essentiel de le comprendre.
Le dialogue, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un couperet qui nous tombe sur la tête, c'est une détermination volontaire, consciente, consentante des acteurs politiques de s'asseoir autour d'une table, de discuter des choses de la vie qui les concernent. C'est du partenariat politique. Nous sommes partenaires, on n'est pas dans la rivalité, on n'est pas dans l'adversité, on est en train de discuter ensemble pour voir quels sont les choix les meilleurs pour sortir le pays d'un certain nombre de difficultés. C'est en cela que nous demandons au chef de l'État de s'impliquer et de montrer précisément que réellement, c'est quelque chose non seulement qui tient à cœur, mais qui est dans le cœur même de ce qu'il veut réaliser. Et j'ai entendu notre collègue et notre ami qui représente INSAF dire que c'est dans son programme, j'en atteste effectivement. C'est dans le programme du chef de l'État. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dès le lendemain de son arrivée au pouvoir, on n'a pas dormi, on l'a interpellé. On lui a dit, il y a une histoire de dialogue qui se déroule depuis 15 ans, et même il y a un accord en bonne et due forme que nous avons, continuité de l'État oblige, conclu avec l'État, les accords de Dakar, et qui impliquait précisément de la part de l'État l'ouverture du dialogue sur un certain nombre de questions centrales. L'État a trahi. Les régimes qui étaient là, pendant plus de 10 ans, a trahi leur engagement de dialogue. Et nous voudrions que vous, puisque vous venez d'arriver, que vous continuiez les engagements de l'État, parce qu'il s'agit d'engagement de l'État. Il s'agit d'accords qui a été signé par l'État. Et donc, dans ce cadre-là, le dialogue, pour nous, était une donnée majeure pour celui qui vient d'arriver. Dans son programme électoral, il a dit que lui, il s'engage à aller dans le dialogue. Nous avons dit chiche. Bon, et on en est là maintenant. C'est dire donc que nous avons l'espoir que ce qu'il dit va correspondre à ce qui sera fait. Je ne peux pas dire que je sois un passionné de la parole suivie des faits des hommes politiques en général. Moi, je suis un homme politique, donc ça s'applique également à moi. À plus forte raison, un homme politique qui est au pouvoir. Parce que c'est un homme politique. Mais il y a des signes, et c'est sur ces signes que nous fondons notre espoir. Sur le fait qu'il y a des réalités qui commencent à se percevoir. Nous avons demandé un certain nombre de choses pour créer un climat d'apaisement, par exemple. Il y a eu des gens qui avaient été arrêtés. Nous avons demandé qu'ils soient libérés. Effectivement, nous avons constaté qu'il y a eu quelques libérations. Nous avons demandé également à la presse. Nous constatons que nous sommes là, madame, devant vous. Et nous sommes d'ailleurs dans notre diversité en train de nous exprimer librement. Ce sont des signes qui nous montrent, peut-être, en tout cas, personnellement j'y crois, mais pour le moment, c'est moi qui y crois. Nous pensons vraiment que le chef de l'État va s'engager dans ce dialogue. Et que ce dialogue-là va être mené à son terme. En tout cas, c'est notre souhait le plus grand. Alors, rapidement, Monsieur Barrot, pour rebondir un peu sur ce que le professeur Lo a dit, c'est justement quelle est la différence cette fois-ci entre le dialogue, les dialogues qui ont eu à être là et la trahison dont parle Maître. Est-ce que ce dialogue constitue, selon vous, selon votre parti, selon INSAF, le parti du président de la République, une opportunité pour renforcer justement la confiance entre l'État et les acteurs politiques? Par rapport à la confiance entre l'État et les partis politiques, ce dialogue, bien sûr, c'est une opportunité pour ce renforcement-là. Donc, à savoir, il y aura l'indépendance de la justice, c'est-à-dire il faut qu'il y ait l'indépendance, bien sûr, il faut d'abord qu'il y ait l'indépendance de la justice. Il faut qu'il y ait aussi une approche équilibrée par rapport à ça. Donc, c'est un moment très important par rapport à tout ça. Et aussi, il y aura aussi l'encouragement du pluralisme. Et aussi, ce dialogue-là, ce sera un moment ce sera un dialogue d'échange. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose de profond, à savoir les préoccupations que traite cette feuille de route-là. Cette feuille de route-là, les thèmes proposés par cette feuille de route-là traitent les préoccupations profondes de la nation, à savoir l'unité nationale et la cohésion sociale, par exemple. L'unité nationale et la cohésion sociale, il y a une proposition par rapport à l'esclavagisme, lutte contre l'esclavagisme et ses séquelles. Ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe réellement. Il y a aussi ce qu'on appelle le passif humanitaire. Le passif humanitaire, c'est un sujet qui nous préoccupe. Il y a la lutte contre l'exclusion.
Et aussi, mais ça c'est des thèmes vraiment courageux. Il y a aussi la promotion de la diversité. Par exemple, en ce qui concerne la démocratie, il y a aussi la réforme des systèmes démocratiques. Comme par exemple le code électoral. C'est possible d'en discuter. Le système électoral, de voir comment on peut l'améliorer. Et l'état de droit. L'état de droit, il faut le respecter, voir qu'est-ce qui nous manque et comment le respecter. Par exemple, il y a un thème qui concerne la gouvernance et les réformes sectorielles. Il faut voir, parce que c'est un thème qui est d'actualité, à savoir la bonne gouvernance et aussi la lutte contre la corruption. Il faut qu'on regarde comment faire ça. On parle aussi, il y a la modernisation, par exemple. Moi, par exemple, je viens d'un secteur de informatique ou digital. C'est important d'introduire la digitalisation pour la transparence. C'est quelque chose. Et les réformes sectorielles, à savoir l'éducation, la santé, tous ces thèmes-là sont très importants pour ce pays-là. Et je finirai par un thème, une participation citoyenne. Il y a un thème qui s'appelle la participation citoyenne. Ce thème-là, par exemple, on parle toujours des jeunes. Il y a des jeunes qui sont là, on ne s'occupe pas des jeunes, il n'y a pas d'inclusion des jeunes. Les jeunes ne sont pas représentés dans les différents stades. Les femmes aussi, c'est la même chose. Et c'est la même chose. Il faut en discuter, voir comment faire pour qu'il y ait plus d'implication de ces couches-là. Il y a une couche qui est toujours abandonnée, ou oubliée, je dirais même oubliée, à savoir la diaspora. L'apport de la diaspora, par exemple, dans le système national est très important. Il faut voir comment l'améliorer, comment le structurer. Et donc, c'est très important, tous ces thèmes-là, comment les suivre et comment les réaliser, Inch'Allah. Alors, docteur Brahim, avant de vous demander de rebondir un peu sur les thèmes, j'aimerais vous demander, revenir un peu sur le dialogue et son importance. Vous avez entendu ce qu'a dit professeur Lo. Je vous vois écrire, vous êtes prêt à rebondir. Oui, j'ai grappillé. Voilà, exactement. C'est juste pour savoir quelle est la différence entre les dialogues précédents ou les promesses de dialogue précédents ou les dialogues qui sont déjà déroulés et ce dialogue-là, et l'implication du président de la République et la différence qu'il y a entre les institutions et les acteurs politiques cette fois-ci. Oui, merci Ndeye. Je me suis, entre-temps, à travers les propos de professeur Le Gourmand, j'ai confirmé la force chef de l'État d'être le sérieux de son action et son mérite à vouloir mener un débat de grande importance. Donc je l'ai confirmé avec les propos de professeur qui n'est pas contre le fait que le chef de l'État, même s'il a l'insistance des partis politiques, a le mérite de pouvoir la grande décision. La différence entre les débats, le dialogue d'avant, c'est la différence entre les volontés des chefs d'État. Les chefs d'État ont tous essayé, à mon sens, je me rappelle, si je ne m'abuse, ont tous essayé d'amorcer un débat, mais chaque fois, ça a tourné en un queue de poisson, comme on dit. Donc, je ne suis pas psychologue, je ne diagnostique pas de maladie vraiment psychosomatique chez ces dirigeants, je ne peux pas le dire d'ailleurs pour être politiquement correct, mais ça s'apparente à une certaine peur de l'échec. C'est ce qu'on appelle un peu en anglais le burn-out. C'est-à-dire, moi, j'ai peur de ne pas réussir. Et là, ce n'est pas encore évident. Donc, le président Mohamed Cheikh, à l'instant où nous sommes, aussi bien que nous autres Mauritaniens, on n'est pas sûr que ça va aboutir. Mais tout prête à savoir que ça va aboutir. Si la volonté des Mauritaniens est de se surpasser et d'aller dans un lendemain meilleur, et qui règle les problèmes qui piègent et qui grèvent, si on peut dire, leur sérénité, voilà, le contrat social est heureusement toujours là. Nous nous aimons bien, nous avons le lien de parenté, de consanguinité. Nous sommes liés par 3 facteurs essentiels, comme on dit. Disent les gens du campement de la Badia disent, nous, avec les Peuls ou avec les Soninké, avec les Portugais, on est liés par 3 facteurs, qui sont quoi? Le sang, l'eau et non. Ils disent c'est très vernaculaire. Ils ont lié par l'eau, par le sang et par la terre. Donc c'est ce qui nous lie. Donc on n'a jamais décidé de rompre
ces liens sociaux que je souhaite être insécables. Mais maintenant, donc la volonté est là. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait un échec. Mais lui, il a quand même le mérite d'avoir essayé, de ne pas avoir avoir craint la peur, ce qu'on appelle le burn-out, qui à mon sens est diagnostiqué sans être vraiment compétent en psychologie, c'est les dirigeants qui sont tous passés. Mais quand même, ils ont quand même le mérite d'avoir essayé. Mais lui, il a essayé à fond, et il s'est investi corps et âme là-dedans. Il a engagé les moyens humains. Il a nommé, à mon sens, l'un des meilleurs coordinateurs, du fait de son expérience, du fait de sa sagesse qui est prouvée, et il a apparemment mis tous les moyens qu'il faut. Donc la différence n'est pas formelle, elle est très formellement ils ont essayé, mais en termes d'importance et d'engagement réel qui mérite qui suscite l'espoir chez les Mauritaniens, c'est ce dialogue. Donc je pense que le professeur sont d'accord. On verra bien de toute façon le débat. Alors, Madame Niang, vous rejoignez vos collègues, essentiellement professeur Gourmaud. Vous faites partie du même pôle de l'opposition. Alors, dites-moi aujourd'hui, comment vous sentez, vous en avez parlé tout à l'heure, mais comment vous sentez vraiment ce dialogue et la réussite? C'est un dialogue que vous avez toujours demandé, toujours réclamé, vous en parlez tout à l'heure. Et tout à l'heure, on a vu, lors du journal également, le président du parti Tawassoul parler également du dialogue et votre forte volonté d'y participer. Quelle est votre contribution à vous également aujourd'hui pour ce dialogue-là? Merci madame. Bon, je voulais un peu faire une précision par rapport quand même au dialogue. J'ai entendu parler d'un dialogue exclusivement politique. Moi, je pense que le dialogue, il est inclusif. C'est un dialogue qui doit, en tout cas, réunir sur la table tous les acteurs de la nation mauritanienne, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs sociaux, la société civile, les personnels. Parce que la Mauritanie est plongée dans une sorte de crise multiforme et multidimensionnelle qui doivent être sincèrement discutées et sérieusement. Des crises sécuritaires, les crises sur le plan économique, la crise politique. Donc nous avons la crise sociale. Et donc, toutes ces questions doivent être quand même discutées. Et je pense que tous les acteurs concernés doivent être conviés dans un dialogue inclusif qui va réunir tout le monde. Et chacun, de son côté, donc en fonction de ses préoccupations, va bien sûr défendre donc les sujets qui lui tiennent à cœur. Je pense donc que nous devons sérieusement aller vers un dialogue qui va réunir tout le monde, pas seulement les acteurs politiques, je pense. De notre côté, de notre part, j'ai déjà dit que nous avons accueilli avec intérêt cet appel et cette initiative au dialogue national. Mais pourvu que ce dialogue soit bien sûr sérieux et n'emboîte pas le pas aux anciennes initiatives déjà passées qui commencent bien, mais qui termine en queue de poisson, malheureusement. Et je pense que pour cela, il faut que tout le monde soit, comme je l'ai déjà dit, tout le monde soit vraiment convié sur la table et qu'on discute sérieusement et qu'on considère le dialogue non pas comme une routine, non pas comme un moyen de faire passer un certain programme, mais plutôt comme un moyen de créer et de réaliser un changement réel pour toute la Mauritanie. Un changement sur le plan politique, un changement sur le plan social, un changement sur le plan économique. Donc vraiment un pacte social qui va se créer et qui va permettre à la Mauritanie de sortir de ces crises multiformes et multidimensionnelles. Je pense qu'il est impératif que le dialogue soit, donc que l'agenda du dialogue soit clair et précis et consensuel, que cet agenda soit vraiment le résultat d'une concertation et que tout le monde y apporte son grain de sel et pour qu'on puisse... Et les mesures, les résultats qui sortiront de ce dialogue devraient vraiment être des résultats qui seront mis en œuvre et de manière concrète
pour que ce soit vraiment sérieux. Et donc, si toutes ces conditions sont réunies, avec une transparence, bien sûr, liée au processus même du dialogue, que ce soit vraiment quelque chose de sérieux et que tout le monde, les acteurs soient impliqués de manière vraiment sérieuse et profondément dans le processus, bien sûr, de ce dialogue. Donc, si toutes ces conditions sont réunies, je pense qu'on va avoir un dialogue qui va sortir, en tout cas, le pays de cette situation vraiment déplorable que nous voulons donc Madame Nia, ce que vous venez d'énumérer, je suppose que cela fait partie de vos revendications justement dans la synthèse de cette feuille de route-là. Oui, oui. Effectivement. Alors, j'ai une question pour vous, professeur. Vous avez parlé de l'initiative qui répond à la revendication ancienne de l'opposition en faveur du dialogue. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'opposition, c'est une question que je vous pose à vous et ensuite aux autres, qu'est-ce que chaque parti, que ce soit le pôle de l'opposition, parti de la majorité, parti INSAF et autres, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à mettre sur table pour que justement ce dialogue se déroule très bien dans l'intérêt de tous les Mauritaniens? Parce que la finalité, c'est ça. Je tiens d'ailleurs d'abord, avant de répondre, je tiens d'abord à rappeler que ce n'est pas toute la classe politique qui participe. Il y a des formations politiques ou des personnalités politiques qui estiment que ce dialogue n'est pas encore pertinent du point de vue de ses conditions de réalisation. Ils estiment que ce dialogue n'est pas encore à terme et pour ça ils ne viennent pas. Bon, évidemment, c'est la liberté de chacun de venir. Mais c'est pour qu'on en tienne compte. Il ne faut pas qu'on pense que nous sommes les seules formations politiques qui dialoguons et qui accaparons tout l'espace politique. Ce n'est pas vrai, on a gomme. Il y a bien une frange de l'opposition en particulier qui ne participe pas. J'espère d'ailleurs qu'ils finiront par participer. J'espère profondément. Mais il faut qu'on en tienne compte. Et surtout, il faut qu'on tienne compte des raisons principales qui sont avancées. Je veux dire. Parce que les raisons principales qui sont avancées, c'est bien évidemment les expériences passées, mais pour eux, c'est une insuffisance de garantie, non seulement du sérieux, mais de la mise en œuvre. C'est quelque chose d'important et il faudrait donc que nous en tenions compte dans l'affirmation du processus lui-même. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de finaliser la feuille de route. Et cette feuille de route, c'est celle-là qui amènera les uns et les autres à être autour d'une table. Peut-être que si, précisément, nous tenons compte d'un certain nombre d'engagements ou de choses que ceux-là peuvent avoir émis, peut-être que ça nous permettra d'avoir un spectre plus large encore de participants. Je ne suis pas leur porte-parole, mais je veux dire que ça nous ouvre des perspectives d'être encore plus solidement ancrés dans ce processus de dialogue. En tout cas, nous sommes ouverts à cela. Nous, au niveau de notre opposition, que ce soit d'ailleurs l'institution de l'opposition, dirigée par nos amis qui sont là, Tawassoul, ou que ce soit notre pôle de l'opposition démocratique, nous pensons que plus ce dialogue sera ouvert, plus ces termes seront constructifs et plus forts ces résultats. Donc ça, je voulais souligner ça. Maintenant, la question de savoir ce que nous en attendons, hein, c'est la question centrale. Je crois que vous avez, M. Barrot, rappelé opportunément qu'il y a des objectifs qui figurent dans la feuille de route. Je crois que vous en avez décliné certains qui sont essentiels. Hein, l'objectif d'unité nationale, de cohésion sociale, l'objectif de bonne gouvernance, etc. Ce sont là les choses que nous attendons, au bout du compte, tous de ce dialogue. Et vous voyez, ce sont des thèmes qui sont transpartisans, c'est-à-dire qui vont au-delà des partis. C'est pour ça qu'on dialogue. J'ai utilisé le terme de partenariat, ce n'est pas par démagogie, c'est parce que le processus lui-même, il est posé de manière que, ensemble, nous trouvions des solutions à ces questions-là, tout en restant ce que nous sommes. Nous ne demandons pas à INSAF, enfin pour le moment, de se convertir à l'opposition. Nous espérons qu'ils seront bientôt l'opposition, en tout cas qu'ils seront de l'opposition et qu'ils goûteront à la joie de l'opposition. Mais nous essayons de faire en sorte que quand ils iront à l'opposition,
qu'il trouve des conditions meilleures que celles que vit aujourd'hui l'opposition. C'est en cela précisément que ce dialogue-là, c'est important. Parce que ça veut dire que tout ce que nous aurons obtenu sera réversible, ce sera pour tout le monde. Et c'est les garanties que nous aurons, par exemple, d'un régime démocratique normal, avec la séparation de pouvoir que M. Barrow a soulevé et qui est très pertinent. Et cette vision cohérente d'une Mauritanie unie que mon ami Bakar a soulevée ici, ça rejoint les préoccupations fondamentales de l'opposition, toutes tendances confondues. Tawassoul, bien évidemment, les autres aussi. Nous sommes bien dans une perspective, effectivement, de rechercher ensemble ce qui fait que la Mauritanie va conserver ce qu'elle a de plus précieux, son unité, dans un cadre et dans un bien-être partagé. Voilà ce que nous attendons de ce dialogue. Nous attendons d'un dialogue qui fasse que chaque Mauritanien puisse se sentir Mauritanien pleinement, tout en gardant sa singularité politique, sociale, etc. C'est ça ce que nous attendons de ce dialogue. Nous attendons de l'État, parce que c'est son objectif fondamental, je dirais presque philosophique, nous attendons de l'État qu'il crée les conditions pour ça. Parce que l'État est un régulateur social, hein, il est là pour faire en sorte qu'une société puisse fonctionner normalement. Mais en principe, l'État n'est pour personne. L'État n'est ni pour l'opposition, ni pour la majorité. Il n'est ni pour X, ni pour Y. C'est une chose partagée. C'est pour ça qu'on parle de république. C'est une chose à nous tous. Ce que nous sommes, ou ce que nous nous efforçons de faire, finalement, c'est quoi? C'est précisément d'en arriver à la res publica, à la chose publique. De faire en sorte que l'État soit un bien partagé sur lequel chacun d'entre nous veille scrupuleusement. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Barrow, de corruption, et ça, c'est effectivement l'une des données de base de ce dont on va parler. La corruption, je le dis toujours, la corruption n'est le monopole de personne. C'est-à-dire qu'un corrompu, il est de gauche, il est de droite, il est du pouvoir, il est de l'opposition. C'est quelque chose qui touche profondément des rapports humains. Donc, comment faire en sorte que, par exemple, cela ne gangrène pas la société? Il faut que les acteurs, toutes tendances confondues, puissent précisément se poser la question, comment faire en sorte que cette plaie, qu'on appelle la corruption, puisse ne plus gangréner notre société. Donc on peut, ici, avoir une marge de discussion. C'est comme pour les mandats. On a trouvé ici, par exemple, on n'en parle pas beaucoup. Mais cette histoire de deux mandats, et puis fini, mais c'est un consensus national. C'est le produit d'un dialogue. Ça, on l'oublie, ça. C'est le produit d'un dialogue. C'est l'opposition et la majorité, notamment lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Boultaya et qu'il y a eu la période de transition, qu'il y a eu des négociations et des discussions autour d'une table entre l'opposition et le pouvoir qui était arrivé par le coup d'État contre Taya, qui ont discuté et qui ont abouti à la conclusion qu'il ne peut plus y avoir que 2 mandats et qu'on ne peut même pas réviser la Constitution pour ça. Donc, tout celui qui espère un jour un 3e mandat, eh bien, il va se casser les dents. Et donc, il ne faut même pas d'ailleurs y réfléchir. Ça, c'est un acquis. Mais d'où vient cet acquis? Il vient du dialogue. C'est des objectifs comme cela que l'on arrache à travers des dialogues. On ne peut pas penser qu'on va tout régler dans un dialogue. Celui qui pense ça se trompe. Un dialogue, c'est constructif, mais c'est progressif. Ça permet d'avancer, de gagner quelque chose, d'aller plus loin et de se préparer à encore gravir d'autres marches pour élever constamment le niveau de notre intégration sociale, de notre développement économique et social, et aussi de notre modernité. Ça, c'est l'objectif. Donc, c'est progressif. Cependant, chaque pas doit être fait ensemble. Parce que, je réponds souvent à ceux qui disent, mais pourquoi on dialogue? Pourquoi? Le pouvoir est là. Ils ont tous les moyens. Ils n'ont qu'à appliquer ce qu'ils disent vouloir appliquer dans le dialogue. Pourquoi ils attendent le dialogue pour le faire? Mais sauf que, si vous dites ça, monsieur ou madame, le Père Noël est là. Hein. Mais vous êtes en train de dire que le pouvoir doit unilatéralement construire la chose publique. De quel droit? Dans la construction de la chose publique, il n'y a ni majorité, ni minorité. On est égal, parce que c'est une chose publique. Il n'y a de majorité et de minorité que pour gouverner. Mais on gouverne quoi? On gouverne une société qui s'accepte comme telle et qui se donne des règles, un contrat social. C'est la construction du contrat social qui est l'objectif pour répondre donc définitivement à votre question. C'est la construction, c'est l'établissement d'un contrat social qui est le fond du fond
de ce que nous devons poursuivre en tant que partenaire à travers un dialogue, et en tout cas à travers ce dialogue. Tout à fait, tout à fait. Oui. Oui, je reviens vers vous tout à l'heure, M. Barrault. C'est pour que vous puissiez rebondir, Oui. docteur, c'est concernant justement, est-ce que notre État est assez mature, justement aujourd'hui, la démocratie assez mature chez nous, en Mauritanie, pour justement accepter les conditions de l'opposition et de la majorité, pour qu'il y ait une discussion, une ouverture, et justement qu'il y ait d'autres partis, ceux qui ne veulent pas dialoguer justement, pour qu'on puisse se réunir tous ensemble pour faire ce dialogue-là. Tout à fait. Avant de répondre exactement à votre question, je vais rebondir un peu sur le propos du professeur Logourmont. Et ce n'est pas pour le contredire, c'est être content justement qu'il n'a pas d'illusion. Donc je ne suis pas nécessairement contre lui, parce que là, c'est un débat et que je dois nécessairement être contre le professeur Logourmont. Et je suis plutôt près politiquement de mon frère Barrault. Mais ça ne veut pas dire que la Mauritanie est au-delà de ça. S'il y a quelque chose qui sert à la Mauritanie, la politique n'est pas sacrée en soi. Mais ce qu'il faut dire, voilà, je le félicite pour manque d'illusion. Ce que je vais dire, c'est que quelqu'un l'a dit, je pense que c'était la sœur Aminata, le président Ghazouani, il n'y a nul doute qu'il est sérieux dans cette affaire. Il n'a pas d'intention cachée. Il n'a pas d'impératif ou de contraintes et de casseroles qu'il traîne pour qu'il puisse faire une manœuvre pour un peu distraire la galerie. Sous d'autres cieux, de Gaulle disait, vous m'imaginez dictateur à 79 ans, 69 ans, 79, je sais pas, dictateur à 69 ans. Donc aussi, il ne faut pas imaginer Mohamed Cheikh Ghazouani, dictateur ou manœuvrier à son âge, beaucoup moins que certainement De Gaulle pour le moment. Donc, c'est certainement sérieux. C'est un but, je dirais, pas totalement désintéressé, mais un but fatalement, résolument patriotique pour la Mauritanie. C'est ce qui va rester de ce dialogue, de son initiative en tant que tel. En ce qui concerne aussi, je parle de ceux qui ne sont pas venus au débat, au dialogue. Là, moi, je pense qu'ils ont tort. Les absents, les professeurs, les enseignants disent les absents ont toujours tort, c'est connu. Pour ce qui est des dialogues, ça ne se refuse pas. Un dialogue suppose une concession. Donc quand on va dans un dialogue, on ne peut pas d'emblée poser des conditions. Ça, c'est pas le dialogue. Prenons un exemple. Les Israéliens sont beaucoup plus, appuyés par Israël, par les États-Unis, sont beaucoup plus puissants que la petite Gaza. Mais chaque fois, ils sont venus sur la table pour discuter, même s'ils devaient imposer des choses, de toute façon, ils ont concédé. Henry Kissinger ou tout autre quelqu'un qui dialogue part avec les possibilités de concéder, sinon il ne va pas. Donc dire d'emblée à l'État, à la majorité, faites ceci avant qu'on discute. Non. Il s'agit, on a décidé de faire table rase, et si je ne m'abuse, le chef de l'État, le président de la République et le parti l'INSAF et l'Islah dont je suis, ils sont prêts, et tous les partis politiques sont engagés, sont prêts pour une table rase. Il n'y a pas de tabou. Le terme a d'ailleurs été utilisé. On pose tous les problèmes des Mauritaniens, on regarde dans le rétroviseur. Justement, à l'Islah, on l'a dit très clairement, vous pouvez consulter notre site, on dit que voilà, les plaies de la Mauritanie ne doivent pas être cachées. On ne peut pas penser une plaie purulente, si on peut dire, putrescente, et pour la soigner. Non, ça ne va pas. Si vous n'enlevez pas des habits d'une plaie, ça ne va pas. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais en revanche, il faut que nous nous dépassions. Le problème, et c'est mon idée personnelle, le problème, ce n'est plus nous. Moi, maintenant, la moyenne d'âge est peut-être 45, 60 ans. Ce qui importe, ce n'est pas nous. Nous, on est considérés partants. Parce que que Dieu nous donne à tout le monde dans vie, l'espoir la cote de l'âge, l'espérance de vie. L'espérance en Mauritanie est 45 ans, 50 ans. Donc maintenant, il est question de nos enfants. Il n'est plus question de nous. Il faut que nous renfermissions et protégeons le pacte social pour que nos enfants ne se cassent pas la gueule, excusez-moi le terme, demain.
Toi, tu es Peul, moi, si ceci, je suis Hartani, ton père m'a tué, ton père m'a cassé m'a torturé, tout ça, ça se passe. Chez nous, en Hassania, chez les Hassan, on dit que les plaies, les intestins de l'estomac, des viscères se bouffent. Si on n'était pas liés par le sang, par la terre et par le lait, et le sang et l'eau, on ne serait pas à cet endroit. Mais nous sommes parents. Fatalement, l'histoire a fait comme ça. Depuis quand on est là? Voire un millénaire, quelques siècles. Au moins depuis le 15e siècle, 14e siècle, si je ne m'abuse. Donc le problème, ce n'est pas nous, c'est l'avenir, ce sont les générations futures. Pour venir à votre question, qui me semble tout à fait... bon, c'est une bonne question, mais à mon sens, elle est évidente. La Mauritanie est mature. Ne serait-ce que sur le plan de l'âge, elle a 64 ans, 65 ans. C'est mon âge. Je viens de dire que c'est un âge fatidique. Voilà, donc j'ai certainement plus vécu que je ne vivrai. Donc on est bien mature. Si on n'avait pas de maturité, on n'aurait pas dépassé 66, on n'aurait pas sauvé ce qui peut de meubles en 89, ce qui peut de meubles en 90, 91, dans les coups d'État, les chocs sont passés. Notre armée, qui est multi-ethnique, pluri-ethnique, restée soudée malgré cela. Elle n'a pas été travaillée justement par ces trucs. Mis à part le choc des années de Braise, qui d'ailleurs était une ambiance tout à fait antidémocratique, tout ça, on a souffert, mais on a résisté. Maintenant que nous avons la possibilité de discuter droit dans les yeux et de nous comprendre, il vaut mieux profiter de l'occasion. Donc on est bien mature, nous avons ce qu'il faut, nous avons des ressources humaines nécessaires qui sont matures, nous avons un chef d'État sage qui a accepté justement de tendre la main, même si l'opposition l'a demandé avec insistance et avec résilience, le mérite revient à lui de toute façon d'avoir l'accepté et d'être sérieux. Et je suis convaincu, et dans notre parti Islah, qu'il est sérieux dans ce... Donc ce sont les gens qui ne sont pas... Je termine, je te vois un peu impatiente. Oui, nous sommes rattrapés par le temps. Le temps, oui, mais ceux qui ne sont pas venus ont tort. Parce qu'on ne donne pas au préalable des solutions à un problème qu'on est en train de regarder. Je termine par un petit adage, une anecdote de chez nous, arabes de la péninsule arabique. Il y a un certain un homme qu'on appelle, qui est venu chez Walid, un certain homme qui s'appelle Walid. Il dit, Walid, vous allez me prêter un peu de blé. Bon, voilà, dans les périodes difficiles, voilà, vous allez prêter du blé. Il dit non, je prête du blé, mais montrez-moi le blé avec lequel on paye. De quoi je me mêle. Donc voilà, comment l'opposition, qui ne dialogue pas, nous dit non, réglez ces problèmes-là avant que je discute. Non, discuter après, on va régler certainement, on fera ce qu'on peut. Donc l'État, l'opposition et la Mauritanie, elle fera ce qu'elle peut. Alors, dites-nous, M. Barrot, comment aujourd'hui le parti INSAF, vous avez entendu ce qui pu se dire sur le plateau des deux partis, comment le parti INSAF entend-il rassurer justement l'opinion publique sur le caractère sérieux justement et structurant de ce dialogue? Tout d'abord, je pense qu'il faut mettre à crédit d'INSAF une grande concession qu'elle a faite, à savoir être traité au même niveau, au même pied d'égalité que les autres partis, malgré sa majorité de députés, la majorité des maires, des conseillers, etc. Mais dans ce dialogue-là, le parti est traité au même pied d'égalité que les autres partis politiques. Ces réponses ont été prises en compte au même niveau que la réponse ou les réponses des autres parties prenantes dans ce processus-là. Ça, c'est une concession majeure. Par exemple, je donnerai l'exemple de la commission de supervision. Cette commission, elle est partagée à égalité entre l'opposition et la majorité. La majorité aurait pu dire que voilà, nous avons la majorité de la population, là, parce que la population a voté pour nous. Donc, cette majorité-là devrait être reflétée par rapport à la composition de la commission de supervision. Non, dans la réalité, c'est juste vraiment pour qu'il y ait un consensus et pour que les gens s'entendent par rapport à ces questions essentielles de ce pays-là. Et dans ce cadre-là, par rapport vraiment au sérieux du dialogue, nous pouvons quand même voir l'implication directe du président de la République, du chef d'État, vraiment dans toutes les étapes de ce processus. Vraiment, ça veut dire que vraiment c'est quelque chose qui lui tient à cœur
Donc, ça, c'est un signe important. Le deuxième signe, c'est qu'il n'y a pas de thème imposé. Tous les thèmes ont été proposés. C'est une synthèse des thèmes proposés par les différentes parties prenantes. C'est très important. Un autre aspect, il n'y a pas d'enjeu électoral. Il aurait pu ne pas le faire parce qu'il n'y a pas d'enjeu électoral par rapport à ça. Mais malgré ça, il a tenu à honorer sa promesse de campagne. Et nous voyons aussi que le temps nécessaire vraiment est largement donné. Et depuis le lancement vraiment de préparatoire de ce dialogue, il y a 1 an, on constate que vraiment, on essaie de prendre le temps nécessaire pour analyser, pour vraiment qu'il y ait un consensus et une vision vraiment commune et consensuelle de la feuille de route et de toutes les étapes par rapport à ça. Alors, il nous reste 5 minutes. Donc je vais vous donner rapidement 1 minute 30, je calcule très mal, à chacun. J'ai une question à poser à tout le monde. Aujourd'hui, comment la majorité, l'opposition, pôle de l'opposition, pôle de l'autre opposition, majorité, voilà. Comment aujourd'hui vous comptez aller au dialogue en tant qu'opposition? Le professeur en a parlé tout à l'heure. En tant qu'opposition, chacun de son côté, avec déjà, vous avez vos idées déjà au préalable. En tant que Mauritanien, c'est évident. Mais comment comptez-vous chacun contribuer justement à ce dialogue dans l'intérêt commun de toute la nation, bien sûr sans fragiliser l'État. Mais comment aujourd'hui vous comptez aller à ce dialogue? Quel boubou vous allez vous vêtir? Je commence par vous, madame. De toute façon, nous avons bien sûr des attentes par rapport à ce dialogue. Nous avons des exigences. Si bien sûr les exigences sont respectées, les conditions sont acceptées, nous irons au dialogue et Inch'Allah, nous participerons pleinement à ce dialogue. Nous avons des attentes. On a déjà émis donc ce que nous avons comme attente par rapport bien sûr à la question de l'unité nationale, au règlement des problématiques du passif humanitaire, aux séquelles de l'esclavage. Nous avons émis le souhait qu'il y ait une transition démocratique, bien sûr, qui va assurer une alternance vraiment libre et démocratique. Nous avons aussi émis l'exigence et les conditions qu'il y ait un processus électoral qui va garantir, bien sûr, des élections libres et transparentes. On ne va pas oublier la bonne gouvernance. Nous savons que le pays aujourd'hui est plongé dans une corruption sans précédent, malheureusement. Et il faut vraiment qu'il y ait une lutte sérieuse contre ce fléau, qu'il y ait, bien sûr, une bonne gestion des ressources pour que le chômage, la pauvreté, qu'il y ait un développement durable du pays. Donc, si toutes ces conditions sont remplies, nous irons en tant qu'opposition démocratique de ce pays, soucieuse de régler les problèmes dont souffre notre pays et qui perdure, malheureusement, et qui doit vraiment être résolu. Merci Madame Mignon. Ok. Alors, Dr Brahim, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table? Tantôt, tu as parlé de quel boubou je vais prendre. Voilà, exactement. Quel boubou vous allez mettre? C'est pas compliqué. Moi, si je ne prends pas un boubou indigo, d'habitude, je prends un seigo blanc. Sinon, j'irai avec un boubou blanc et noir. Voilà. Il faut discuter de problèmes multicolores de toute nature et d'être positif. Voilà. Donc, il faut positiver pour pouvoir réussir. Une fois encore, je vous remercie et félicite ardemment le président de la République pour avoir accepté ce débat, dialogue que je juge, et j'ai le pressentiment, j'ai la certitude que ce sera salutaire. Inch'Allah. Alors, professeur? Bien, alors, nous allons tout faire pour que l'opposition s'unisse, ces 2 points, et un cas de concertation pour aller ensemble au dialogue. Parce que l'une des conditions de réussite de ce dialogue, c'est la cohérence des acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition.
parce que ça simplifie le jeu politique, ça clarifie les règles du jeu et ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Au niveau de l'opposition, nous avons deux pôles, ou sous-pôles plutôt, c'est deux sous-systèmes, mais nous avons les mêmes orientations. C'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Nous avons une plateforme que nous avons d'ailleurs rédigée ensemble, même si nous n'avons pas été jusqu'au bout tous pour la signer, mais c'est la même plateforme, c'est les mêmes idées. Et nous sommes d'ailleurs d'ores et déjà dans le processus, si vous voulez, de regroupement des deux pôles pour pouvoir aller ensemble à ce dialogue. Et face à la majorité, nous voudrions être précisément ceux qui, vis-à-vis d'eux, contribueront à trouver une formule d'une entente nationale, parce que je vous rappelle que dans la feuille de route, l'objectif, c'est d'avoir une entente nationale qui sera signée par tous. Bon courage à tous. Le temps, ils vont couper l'antenne. On aura d'autres occasions parce que voilà, c'est lancé déjà. Je ne peux plus rien faire malheureusement. Mais la prochaine fois sera la bonne, Inch'Allah. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci également à vous, Monsieur Tcherno Barro, deuxième vice-président du parti INSAF. Merci à vous, Madame Nian, ancienne députée, vice-présidente du parti Tawassoul. Merci, Dr Brahim Bakar Sneba, leader du parti Islah. Merci également à vous, Maître Lou Gourmand, représentant du pôle de l'opposition démocratique. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonne soirée.